Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Nous allons à la rencontre aujourd'hui d'un homme bibliothèque qui ne se contente pas de lire le monde, il le déchiffre comme un manuscrit ancien avec cette patience infinie de celui qui sait que chaque homme est une fiction qui s'ignore. Sa parole, comme sa plume, est une ponctuation nécessaire dans le brouhaha du monde. Il est ce point-virgule qui permet de respirer. Son écriture est une invitation à s'asseoir à la table des mots pour y déguster l'invisible. Pour lui, le livre est un cœur qui bat, un testament qui respire, une boussole fidèle qui, dans le tumulte du monde, ne cesse de pointer vers notre propre humanité. Il porte en lui cette élégance rare, celle de s'effacer derrière le texte pour laisser toute la place à la lumière de l'esprit. À travers ses récits, il agit comme un archéologue de l'âme marocaine. Dans ses chroniques et ses essais, il transforme le banal en réflexion profonde, qu'il s'agisse d'un instant partagé, d'une rencontre, une errance intérieure, tout devient chez lui un prétexte à l'éveil, une invitation à lire l'humain entre les lignes du quotidien. Abdellah Beïda croit fermement que l'oubli est la véritable mort des peuples. Il est celui qui rappelle aux jeunes générations que la littérature n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour rester libre. Abdellah Beïda, bonjour à vous. C'est un plaisir d'aller à votre rencontre aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, nous allons revenir un petit peu sur les points d'inflexion de votre parcours et on aimerait savoir quand est-ce que tout a commencé, quand on parle de littérature, cet amour pour la littérature, ce rapport que vous avez avec le livre, la première étincelle, d'où vous est-elle venue ? Bon, je pense que ça doit venir des livres des autres, c'est-à-dire que je suis né dans une petite ville au sud du Maroc, à Tiznit, dans une famille modeste, dont le père et la mère sont analphabètes. Donc, à un moment donné, même s'ils sont analphabètes, même s'ils ne sont pas allés à l'école, ils ont su me donner cette charge qui consiste à aller par soi-même chercher, à aller à la recherche. Et donc, quand on est dans une petite ville, on cherche ailleurs, on cherche à aller vers l'ailleurs. Et je pense qu'à partir, je crois, de la fin du primaire, je commençais déjà à lire et à percevoir cet ailleurs à travers les textes, à travers les romans, à travers les revues, à travers la bande dessinée, etc. Et je pense que c'est un peu ce qui a déclenché cette envie de lire et d'aller vers cet ailleurs que je n'avais pas dans ce milieu assez cloisonné. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des grandes vertus de la lecture, c'est de ne permettre cette ouverture que le réel ne nous permet pas. Une ouverture que le réel ne nous permet pas. Vous l'avez bien expliqué, vous avez un petit peu voyagé le monde sans bouger, en restant sur place, mais grâce au livre. Donc c'est ce premier rapport que vous avez eu avec le livre, c'est le fait d'aller à la découverte du monde, d'une certaine manière. Et vous parliez de vos parents qui étaient analphabètes, et le fait de voir que vous êtes un homme des lettres, on se dit que finalement... Ils ont pris leur revanche. Ils ont pris leur revanche et ils vous ont certainement inspiré. Tout à fait. Exactement. Et justement, quelle a été votre source d'inspiration ? Ce sont des sources d'inspiration. C'est-à-dire que je pense que tout ce qu'on rencontre dans notre cheminement peut nous inspirer, peut nous forger, peut aider à constituer notre identité. Parce que pendant longtemps, nous avons pensé que l'identité, c'est quelque chose de figé. C'est, voilà, il faut être un tel, avec tel principe, avec tel caractère, etc. Après, en réalité, je découvre, et là, maintenant, c'est une conviction que l'identité, c'est quelque chose qui se forme au jour le jour, au quotidien.
mon identité n'est jamais, ou du moins c'est comme ça que je la veux, n'est jamais fermée, il n'y a jamais de point final pour cette identité. Elle est toujours en mouvement, elle est toujours en train de se constituer jusqu'au dernier souffle. Une identité qui n'est pas figée, qui continue à se construire. Justement, vous avez d'abord été professeur. Tout à fait. Je suis toujours professeur. Vous êtes toujours professeur, je veux dire, avant de commencer à écrire. Oui, tout à fait. Donc, quel a été le déclic? Parce que vous lisiez énormément en étant jeune. Vous avez été inspiré, ces livres vous ont fait voyager. Ensuite, vous avez suivi un cursus académique. Exactement. Est-ce que c'était d'abord difficile, dans le contexte où vous étiez, d'être doctorant, finalement, et d'avoir votre diplôme? Mais, si on regarde là, rétrospectivement, on peut dire que c'était un peu difficile. Pourquoi? Parce que si je regarde un peu les élèves et les étudiants de ma génération, il y en a peu qui sont allés jusqu'au bout. Ça veut dire que les accidents de la vie, parce que c'était des gens de mon niveau, de mon milieu, etc., et ils ne sont pas allés plus loin, ils ne sont pas allés loin. Donc là, on constate qu'effectivement, il y a des difficultés, notamment dans certaines régions du Maroc, parce qu'ici, à Rabat, ou au centre du Maroc, justement, vous n'étiez pas en grande ville, c'est d'où ma question. Voilà, donc il y a certains privilèges que ne trouvent pas ceux des petites villes. Encore maintenant que grâce aux moyens multimédia, grâce à l'Internet, etc., ça décloisonne un petit peu. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir un peu les mêmes chances, même si les livres ne sont pas disponibles. Il n'y a pas les librairies, par exemple, dans toutes les petites villes du Maroc. On peut facilement avoir accès à des livres numériques. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Concernant le parcours académique et après le passage vers la création, et là aussi, comme vous l'avez dit, effectivement, c'était d'abord l'essentiel, c'était d'avoir un métier. Donc j'ai un peu grimpé géographiquement le Maroc. J'ai commencé de Tiznit par partir à Agadir, et c'est là-bas que j'avais eu ma licence. Ensuite Marrakech, et c'est là-bas que j'ai eu mon DEA. Et ensuite Rabat, et c'est à Rabat que j'ai eu d'abord l'agrégation, ensuite le doctorat. Et je me suis installé. Donc c'est un peu ce cheminement. Et mes premières publications étaient essentiellement des essais. Voilà. Et il a fallu un peu de temps, beaucoup plus de lecture, beaucoup de fréquentation avec les écrivains, entrer dans leur univers, voir un peu comment fonctionnent tous ces mécanismes de création littéraire, etc., pour passer vers la création littéraire. Vous avez commencé par analyser les livres des autres, exactement, au fil des livres, avant de publier vos propres romans. Est-ce que ce détour par l'analyse était nécessaire pour vous? Est-ce que c'était une espèce de préparation pour ce qui est venu par la suite, une sorte de période d'observation et puis d'analyse de terrain avant de se lancer? Oui, je pense que c'était nécessaire, ou du moins c'était nécessaire pour moi. Et dans cette phase justement de l'analyse et du travail sur les textes des autres, il y a deux étapes. Il y a une première étape parce que ma première publication, c'était Les Voix de Khayreddine, qui a été publiée en 2007 et qui était un travail académique, universitaire, consacré au texte de Mohamed Khayreddine. Et par la suite, il y avait d'autres études académiques qui sont un peu figées, c'est-à-dire qui répondent aux normes scientifiques, comme on les appelle, dans le milieu universitaire. Ensuite, il y a eu ce travail au fil des livres que vous avez cités, qui n'est pas académique, qui n'est pas un travail académique, mais qui était une sorte d'interaction avec des textes de création récents. Et c'était notamment pendant la première décennie des années 2000 que j'ai fait ce travail, et je l'avais fait de manière un peu journalistique, parce que la plupart des chroniques ont été publiées dans Feu Journal le soir,
qui n'existe plus. Et là, c'était une approche beaucoup plus spontanée. C'est-à-dire, il y avait des textes qui paraissaient comme des romans de Mahi bin Bin, de Mamoun Lahbabi et d'autres écrivains, Nedali, Youssef Amin Al-Alami, etc. Je lisais le texte et j'interagissais avec le texte. C'est-à-dire, je dis voilà ce qui me plaît, voilà ce qui ne me plaît pas. Bon, c'est un travail également qui me poussait à réfléchir. Si j'étais moi à la place de cet écrivain, est-ce que j'aurais écrit de la même chose, de la même façon? Qu'est-ce qui m'a touché le plus? C'est-à-dire, c'est un autre type de lecture. Et j'avais l'avantage à ce moment-là d'avoir un ami qui était à l'écoute de ce que j'écrivais. Et on discutait à chaque fois de ma chronique qui paraissait généralement dans le soir, vendredi, pour le journal du week-end. Et cet ami-là, c'est Feu Edmond Amran El-Maleh. Donc, dès que le journal sortait le vendredi, et le vendredi même, Edmond achetait le journal, lisait la chronique. Et après la lecture de la chronique, il m'appelait, je passe chez lui à Agdel, et après on discutait de ça. On discutait pourquoi tu as écrit cela, est-ce que vraiment ce roman valait la chronique, pourquoi, etc. Parce qu'il était très, Amran El-Maleh était très exigeant. Très exigeant parce que lui a des formations philosophiques, et d'ailleurs même ses récits, ses romans sont très exigeants. Et ça, ça me poussait à encore être aussi plus exigeant vis-à-vis des textes sur lesquels je travaillais et à avoir un peu ce regard d'Edmond Amran El-Maleh qui est là présent. Et ça me poussait à faire un travail sérieux. Et donc déjà, dans ces textes, je vois qu'il y avait une part de création. Et à partir de là, d'ailleurs, Edmond Amran El-Maleh me le disait aussi, il me disait que les textes journalistiques ou la chronique journalistique pourrait être l'antichambre des textes de création. D'accord, donc on peut dire que Edmond Amran El-Maleh, je ne voudrais pas charcuter son nom, on lui rend d'abord hommage. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a joué un petit peu un rôle peut-être, en plus d'être un ami, un mentor, qui vous a accompagné. Oui, en quelque sorte. Edmond Amran El-Maleh est décédé en 2010. Et donc, on avait à ce moment-là un écart d'âge d'un demi-siècle. Voilà, donc là, on était chez lui, comme d'habitude, en train de discuter. Vous voyez sa façon de s'adresser à moi. Et derrière, il y a sa bibliothèque. Il y avait des livres partout. Ça se passait ici à L'Agdel. Et donc, voilà, il y avait à la fois l'amitié, il y avait l'exigence, il y avait un échange exigeant, sérieux, intelligent. Voilà, et parce que c'est quelqu'un de très fin également, Edmond Amran El-Maleh, et parce que lui aussi avait fait un parcours, l'enseignement, l'écriture journalistique, l'écriture créative également. Bon, après être passé par le militantisme pendant la période coloniale, c'est une de nos personnalités les plus de grande valeur, quoi. On lui rend nouveau hommage. Donc ensuite, dans votre premier roman, Le Dernier Salto, qui a été distingué par le prix Grand Atlas. Parlez-nous de cet ouvrage, comment est venue cette histoire? Et puis, premier roman que vous écrivez qui est tout de suite distingué également. Oui, c'est vrai que ça... Avec le recul, on peut dire que ça encourage voilà, d'écrire un premier roman. Et ce premier roman a été bien accueilli par le public, etc. Et un ensemble de rencontres un peu partout, et des débats, des invitations par-ci, par-là. Je pense que ça m'a propulsé, ça m'a poussé à aller un peu plus loin. Mais en même temps à écrire toujours dans la même veine, avec la même exigence.
parce que ici, dans ce roman, le dernier salto, tout tourne autour de ce mot salto lui-même. Voilà, parce que j'aime bien travailler sur les... Vous aimez bien jouer avec les mots, ça, j'ai vu ça. Exactement. Donc, ce mot salto qui désigne ce saut périlleux, le roman consistera à une variation autour de cette thématique et avec des instantanés dans la vie, des moments que j'appelle avec ce néologisme saltoïques. Ce sont des moments saltoïques, c'est-à-dire que le personnage principal du roman avait toujours rêvé de faire un salto, un saut périlleux arrière, mais il ne va réaliser ça qu'à au dernier moment de sa vie, lorsqu'une voiture allait l'écraser, là, il va faire le saut, mais il le fait en réalité dans l'imaginaire. Et ça, c'est le début du roman, et après, on va faire un saut dans le passé, où il y avait un ensemble de ce moment saltoïque et des moments de bonheur que parfois, on n'a pas vu passer, alors qu'on attend toujours ce moment. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il se rend compte qu'effectivement, son salto, il l'avait fait plusieurs fois même. Voilà. Donc, c'est un peu dans... Donc, c'est un message quand même assez profond, tout de même. Oui, j'espère. En tout cas, qu'est-ce que ça vous a fait, cette distinction ? C'est un encouragement. Je pense que toutes les distinctions sont des encouragements. Parce que pour un premier roman, c'est rare. Oui, mais c'est effectivement. Et donc, comme je disais, peut-être si c'était un silence total autour du roman et qu'il n'y avait pas de réaction, peut-être je ne serais pas passé au deuxième roman. En tout cas, vous êtes allé plus loin. J'aimerais qu'on s'arrête sur un autre roman qui s'appelle « Nom d'un chien ». Et le titre est assez particulier. Il faut nous l'expliquer, ce titre d'ailleurs. Alors, nom d'un chien, quand on le voit comme ça, c'est une sorte d'injure, c'est une sorte d'exclamation, c'est une sorte de ce que vous voulez. Mais après, quand on rentre dans le roman, on découvre dès les premières pages qu'il y a un personnage qui s'appelle Driss ibn Kalb, donc Driss, fils de chien. Donc qui porte une sorte de nom de chien et qui voudrait changer de nom. Parce qu'il avait souffert durant son parcours, durant ses études à l'école, etc. Vous imaginez qu'on porte un nom Ibn Kalb, et ça existe effectivement, ce nom de famille Ibn Kalb, et il y a aussi Qabilat Banu Kalb, voilà, la tribu des Banu Kalb, et donc il ne voulait pas transmettre ce nom de famille à son fils. D'où le fait qu'il part voir les responsables de l'état civil pour demander à changer ce nom. Donc on lui demande de prouver que c'est un nom qui lui porte atteinte. Et c'est là que commence le roman, et il va faire tout un cheminement à travers l'univers canin. Et vous donnez la parole d'ailleurs à un chien pour observer la société dans ce roman. Et finalement, est-ce que ce regard, celui de l'animal, est pour vous le seul moyen d'atteindre une vérité, on va dire, brute, nue ? Un regard dans un roman, et c'est ça l'avantage d'un texte romanesque, le regard peut être porté par un animal, par une personne, par un objet, etc. Peu importe, mais ça nous permet d'aller au-delà de ce qui est superficiel, etc. et d'accorder à celui qui porte ce regard une certaine profondeur. Et justement, ici, Driss ibn Kalb, lorsqu'il va porter ce regard sur la société, en réalité, qu'est-ce qu'il faisait ? Il revisitait un héritage. Un héritage qu'on lui avait transmis. Le nom, par exemple, le nom de famille, mais derrière le nom, il y a tout ce qu'il a reçu de ses parents et de ses grands-parents, de ses ancêtres, tout ce qui lui vient du passé. Et ce travail qu'a fait Driss ibn Kalb, c'est revisiter ce passé et le filtrer, voir ce qui mérite qu'on passe à sa descendance et ce qui mérite qu'on le mette
de côté. D'ailleurs, vers la fin du roman, cette appellation n'avait plus d'importance qu'il s'appelle Ibn Kalb ou pas, mais il avait perçu des choses beaucoup plus profondes à transmettre ou à ne pas transmettre. En tout cas, dans vos romans, le silence semble aussi important. Comment écrit-on le silence sans l'étouffer? Alors, un peu comme le silence a la même fonction dans l'écriture que dans la musique. Il permet de ponctuer. Voilà, et c'est-à-dire qu'à la base, c'est comme si vous aviez un tableau uni d'une couleur et après il faut savoir omettre les autres couleurs pour créer une certaine harmonie. Comme par exemple, il y en a qui le font également avec la page elle-même et qui jouent sur la superficie de la page. Ne pas tout noircir, mais par exemple écrire des demi-pages ou bien des demi-phrases, etc., et laisser le blanc. C'est la même chose avec le silence. Il faut savoir où est-ce qu'on va mettre une longue phrase, où est-ce qu'on va donner la parole au personnage, à quel endroit également le personnage doit se taire et ne pas étouffer, pas le silence, ne pas étouffer le lecteur, parce qu'il faut lui donner le temps de digérer, de respirer, etc. Et le silence est très important parce que le silence, parfois, il est beaucoup plus éloquent que les paroles. Et il dit plus de choses que les mots, Tout effectivement. Vous utilisez également l'humour, notamment avec le livre « Les djellabas verts se suicident ». Donc, un humour, on va dire, qui va de la dérision. Oui, l'humour est également... Au désespoir. Voilà, même parfois, là où il y a le désespoir, il faut une touche d'humour et ça permet de maintenir l'attention du lecteur. Et en même temps, c'est parfois aussi parce que dans les textes, dans la littérature en général, il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup de tragédies, il y a beaucoup de scènes difficiles. Mais quand il y a des touches d'humour, ça permet de dédramatiser le drame et ça pourrait également permettre de ne pas rebuter le lecteur et de lui transmettre la scène de manière beaucoup plus agréable et ainsi il va prendre beaucoup plus de temps à la décortiquer, à la comprendre et à aller au fond et à saisir le message. Est-ce que le docteur en littérature qui est en vous, quand vous écrivez, est-ce qu'il y a ce va-et-vient entre le professeur qui juge et puis l'écrivain qui veut s'émanciper, se libérer, on va dire, à travers son texte et ses œuvres? Je pense que c'est très dangereux de garder ce prof-là quand on est dans un texte. Vous arrivez à vous en débarrasser? En quelque sorte, oui. Oui, je fais. Vous avez développé des techniques, j'imagine. Exactement, voilà. Parce que à la fois, c'est une bonne chose, c'est-à-dire le fait d'avoir fait des études de littérature, etc., et de travailler sur les textes, de connaître le jargon d'analyse, est une bonne chose parce que ça nous permet de connaître les mécanismes d'écriture, de connaître également ce qui s'écrit, de savoir comment a évolué la littérature, de comment a évolué le roman depuis Cervantes jusqu'à aujourd'hui et toutes les étapes, toutes les techniques qui ont été exploitées dans ce domaine. Mais en même temps, si on se transforme à quelqu'un qui applique cela, ce n'est plus de l'art. Ça peut devenir à la limite de l'artisanat. Mais personnellement, je suis conscient de cela et donc j'essaie de garder la spontanéité du texte, de garder la spontanéité quand je suis dans le travail de création.
D'ailleurs, ça m'arrive de le dire à mes étudiants, de leur dire, il ne faut pas écrire comme ça, parce que vous êtes en train de faire un travail académique. Mais par contre, si vous avez fait un travail de création, j'aurais salué votre phrase. Mais là, dans ce contexte, elle ne marche pas. D'accord. Alors, un dernier mot sur les travaux que vous avez également co-dirigés comme, avec Mohamed El-Ftah. Bon, c'est un travail en fait que j'ai dirigé et qui porte sur Mohamed El-Ftah. Et merci de me donner cette occasion pour parler un petit peu de l'Ftah. Mohamed El-Ftah qui nous a quittés en 2008 en fait. Et c'est un grand écrivain, moi je le considère comme un de nos plus grands écrivains marocains et qui mérite d'être connu parce qu'il n'est pas très connu et que je considère ses œuvres d'une poéticité époustouflante. Et ce travail que j'avais... Les mots sont forts, hein, époustouflante. Et ce travail que j'avais dirigé a été publié en 2009, juste après son décès. Et il y a beaucoup de nos grandes plumes ont participé à ce travail, et notamment Edmond Amran El-Maleh, Mohamed Nidali, Issam Din Tber et d'autres grandes plumes. Et ça consiste à décortiquer un petit peu sa production littéraire, à la rapprocher du lecteur, notamment parce qu'il a été publié à l'étranger. Pendant un court laps de temps, il a publié presque tout ce qu'il avait emmagasiné. Il était resté dans son petit coin en Égypte, au Caire. Il n'aimait pas aussi s'afficher ni défendre son œuvre. Donc, nous avons pensé avec toutes les personnes qui ont participé à ce collectif, entre autres Salim Jay aussi, que c'est un travail qui pourrait rapprocher l'œuvre de Mohamed El-Ftah du lecteur. Merci à vous en tout cas, Abdallah Baïda. C'était un plaisir de vous avoir comme invité aujourd'hui, d'aller à votre rencontre, de vous faire découvrir à nos téléspectateurs. C'était un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de rencontre pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.